Bonjour. Alors, le chapitre 4 est consacré au mécanisme réactionnel. Alors, un mécanisme réactionnel, c'est l'explication de la façon du déroulement d'une réaction. C'est-à-dire, c'est le fait d'expliquer comment un réactif agit sur un substrat pour obtenir un produit. Exemple, mécanisme de la réaction de substitution par l'action de la soude, alors la soude c'est Na plus OH-, sur, alors l'action de la soude sur le bromoéthane, pour conduire à l'éthane. OH- s'appelle le réactif, le bromoéthane s'appelle le substrat, l'éthanol est le produit, et le Br-, c'est le groupe PAP. Donc ici, le brome est remplacé par OH selon le mécanisme réactionnel suivant. Alors, dans un mécanisme réactionnel, on voit la représentation de la réaction à l'aide de flèches ainsi que les étapes de la réaction. Par exemple, si on a ici le bromoéthane, les dessiner en perspective, alors le brome a une charge partielle négative delta- parce qu'il est plus électronégatif que ce carbone. Il y a une charge partielle positive. Le nucléophile OH- vient attaquer le carbone qui a la charge partielle positive et il y a départ de Br-. Alors OH- s'appelle le nucléophile. Et ce carbone-là, qui a une charge partielle positive, est un carbone électrophile. Après, il y a passage par un état de transition où on retrouve le OH, le Br et l'éthane. Cet état de transition est chargé négativement. Et le départ du Br- et formation de l'éthanol. Le OH-, c'est le nucléophile, il possède un double libre. Le brome est plus électronégatif que le carbone, donc il porte une charge partielle négative. Br est remplacé par OH, donc c'est une réaction de substitution. Il existe différents genres de réactions. Alors, premièrement, il y a les réactions ioniques, ou on les appelle aussi les réactions hétérolytiques. Deuxièmement, il y a les réactions radicales. Alors, normalement, dans une liaison chimique, chaque atome apporte son électron qu'on représente par un point. Par exemple, cette molécule AB, on peut la représenter A point, point B. Alors, quand il y a une réaction ionique ou hétérolytique, alors les deux électrons de la liaison migrent vers B. Il devient chargé négativement. Il devient B-. Et l'atome A qui a perdu son électron devient chargé positivement. Il devient A+. Il y a cassure de la liaison et il y a formation d'un anion qui est B- et d'un cation qui est A+. Maintenant, dans une réaction radicale, on a une molécule AB et chaque atome, il reprend son électron. A reprend son électron de la liaison, B reprend son électron de la liaison, et on se retrouve avec deux radicaux qui sont A point et B point. On va donner un exemple de cassure hétérolytique. Alors ici, on a le bromoéthane. Il y a cassure de la liaison carbone-brome. Le brome va prendre les deux électrons de la liaison, va être chargé négativement, c'est l'union. Et il y a formation du carbocation, parce que ce carbone va perdre un électron, il va devenir chargé positif.
bromoéthane conduit à une carbooxydation. Maintenant, dans une réaction radicalaire, il y a aussi cassure de la liaison carbone-hydrogène. Et chaque atome, c'est ce carbone, son électron, et l'hydrogène prend son électron, et on se retrouve avec deux radicaux. Ici, on a le radical propane et le H3. Le propane se forme de deux radicaux. Maintenant, nous allons parler de la stabilité des carbocations. Alors, plus un carbocation est substitué, plus il est stable par effet inductif plus I. Comment cela? Alors, les carbocations tertiaires, c'est-à-dire qui ont 3 substituants, sont plus stables que les carbocations secondaires, qui ont seulement 2 substituants, un hydrogène. Ils sont plus stables que les carbocations primaires, qui ont un seul substituant et 2 hydrogènes. Alors, les carbocations tertiaires, c'est cela. Carbocation secondaire, c'est cela. Carbocation primaire, c'est cela. Ils ont 2 hydrogènes. Et les carbocations méthyle est celui-là. Il en est ainsi de même pour les radicaux. Alors, plus un radical est substitué, plus il est stable par effet inductif plus I. Ainsi, un radical tertiaire est plus stable qu'un radical secondaire, qui est plus stable qu'un radical primaire, qui est plus stable qu'un radical méthyle. La stabilité augmente dans ce sens parce que l'effet inductif plus I augmente dans ce sens-là. Ainsi, un radical qui a 3 CH3, qui lui donne beaucoup d'électrons, il est très stable. Un radical qui a seulement 2 CH3, il est moins stable. Un carbone qui a seulement un CH3, il est un peu stable. Et le radical méthyle est le moins stable. Nous allons étudier dans ce chapitre 4 types de réactions. On va étudier les réactions radicalaires. Alors, les réactions radicalaires, les liaisons CH se cassent, le carbone prend son électron et l'hydrogène prend son électron. La molécule XX, chaque atome d'halogène X prend son électron et il devient XX point. Et après, il y a réaction de CH3 point avec X point pour donner CH3X plus HX. Deuxièmement, on va étudier les réactions d'addition. Alors, la réaction d'addition, une molécule XY s'additionne sur une double liaison d'un alcène et on trouve un alcane où le premier carbone porte l'atome X, le deuxième carbone porte l'atome Y. La troisième réaction est la réaction de substitution. Alors, dans cette réaction, on a une molécule CX et le X est remplacé par le Y, une autre molécule, donc il est un remplacement ou une substitution. Et on obtient le CY et plus le XZ. Donc le substituant X de la première molécule est remplacé par le substituant Y de la deuxième molécule. Quatrièmement, on va voir les réactions d'élimination. Alors, on part d'un alcane qui a X sur un carbone, Y sur l'autre carbone. Et après, il y a départ de XY et formation d'une double liaison pour former un alcène. Il y a élimination de molécules XY à partir d'un alcane pour conduire à un alcène. Alors, commençons par les réactions radicalaires. Alors, on peut obtenir les halogénures d'alcane par action des halogènes sur l'alcane
correspondant par action de la lumière ou par chauffage. Exemple, la chlorination du méthane. On a le méthane qui réagit avec le chlore par action de la lumière, il va donner le chlorométhane. Alors, le mécanisme radicalaire se fait en 3 étapes. D'abord, il y a la réaction d'initiation, c'est-à-dire la formation des radicaux Cl'. Donc, la molécule Cl se casse et on obtient 2 radicaux Cl'. La deuxième étape est la propagation en chaîne, c'est-à-dire la formation des produits. Donc, le Cl' réagit sur le méthane pour donner CH3 plus HCl. Et le CH3 qui s'est formé va agir encore une fois sur une molécule de Cl2 pour donner le chlorure de méthane pour Cl plus Cl'. Et enfin, il y a la réaction en chaîne finale où tous les radicaux présents peuvent réagir avec les autres radicaux présents dans le milieu réactionnel. Les réactions en chaîne s'arrêtent quand il n'y a plus de radicaux, c'est-à-dire s'il n'y a plus de radicaux, il n'y a plus de réaction. Donc, le Cl' avec le Cl' va donner le chlore. Le CH3 avec le CH3 va donner l'éthane. Le CH3 plus le Cl' va donner le chlorure de méthane. Maintenant, on va parler des réactions hétérolytiques. Alors, ce sont des réactions hétérolytiques sont des réactions qui mettent en jeu des carbocations et des carbanions et des carbocations. Le rôle des carbocations et des carbanions est primordial dans les réactions hétérolytiques, car ce sont des intermédiaires réactionnels. Alors, commençons par les additions électrophiles. Alors, les additions électrophiles transforment les alcènes en alcanes. Un alcène réagit avec une molécule XY pour donner un alcane et celui. Alors, on va voir le mécanisme de cette addition. Première étape. Alors, dans la première étape, les 2 électrons de la double liaison agissent sur l'atome X de la molécule XY et la liaison XY se casse et les 2 électrons vont vers Y qui va être chargé négativement. Le carbone ici va être chargé positivement. La double liaison attaque le réactif en son atome qui a la charge partielle positive. La liaison se casse et il y a des parts de Y-. Le deuxième carbone est donc chargé positivement. La deuxième étape, c'est là où le Y- attaque le carbone qui est chargé positivement et on obtient cet alcane où il y a X et Y. Y attaque le carbone chargé positivement pour donner la molécule finale. Alors, nous allons donner l'exemple de l'addition d'une molécule de HCl sur le prop-1N. Le prop-1N, il a une double liaison. Alors, la double liaison agit sur l'hydrogène de HCl qui est chargé positivement, qui a une charge partielle positive parce qu'il est moins électronégatif que le chlore qui a une charge négative. Et donc, il y a cassure de la liaison HCl. La liaison va vers les 2 électrons vont vers Cl pour former le Cl-. Et il y aura formation du carbocation de celui-là. Et l'hydrogène de HCl est fixé sur ce carbone.
La deuxième étape, le Cl- attaque le carbocation et il y a formation du 2-chloropropane, qui est un alcane. Donc, quand il y a addition du chlorure d'acide, HCl, sur un alcène, qui est le propane, on obtient le 2-chloropropane. Et l'hydrogène se fixe toujours sur le carbone qui a le plus d'hydrogène. C'est-à-dire que vous remarquez que cet hydrogène, il s'est fixé sur ce carbone-là, qui a 2 hydrogènes, pas sur ce carbone qui a un seul hydrogène. Donc l'hydrogène se fixe sur le carbone qui a le plus d'hydrogène, le chlore se fixe sur l'autre carbone. Donc ça, c'est la règle de Markov-Nikov. Nous allons donner aussi l'exemple de l'addition d'une molécule d'hydrogène sur un alcène. On a un alcène et on a la molécule d'hydrogène qui va s'additionner sur cette molécule. Alors cette addition est une cis-addition, c'est-à-dire qu'elle se fait du même côté de la molécule. Donc vous remarquez que l'addition de H2 sur l'alcène, les 2 hydrogènes sont du même côté. C'est une cis-addition. Après, on a l'exemple de l'addition d'une molécule de brome sur un alcène. Alors, cette addition est une transaddition, c'est-à-dire que les bromes sont du côté opposé dans la molécule. Les atomes de brome ne sont pas du même côté de la molécule. Alors maintenant, l'exemple des alcynes. Alors, quand on ajoute une molécule d'hydrogène sur une alcyne, on obtient un alcène. Vous remarquez qu'il y a disparition de la triple liaison, il y a addition de 2 hydrogènes sur les 2 carbones et formation d'un alcène. Nous allons parler maintenant des additions nucléophiles. Alors, le nucléophile, qu'on note NUH, et qui est en fait NU-H+, attaque un carbone de la double liaison. Celle-ci migre sur l'autre carbone qui devient chargé négatif, puis celui-ci attaque le proton H+, pour donner la molécule d'addition. Alors, le nucléophile, qui est Nu-, attaque un carbone de la double liaison. La double liaison migre vers ce carbone qui devient chargé négativement. Il se forme ce carbanion. Alors après, il y a attaque de H+, et formation de l'alcane. Alors on va donner comme exemple l'addition sur les aldéhydes. Alors la réaction entre un organomagnésium et un aldéhyde, suivie d'une hydrolyse acide, constitue une synthèse d'alcool secondaire. C'est un alcool secondaire. Alors, ça c'est la réaction. Alors on a l'aldéhyde, ici c'est le formaldéhyde. On fait agir CH3-MgBr, et après hydrolyse, on va obtenir de l'éthanol. Alors, on va donner le mécanisme de cette réaction. Et d'abord, on va vous montrer que CH3-MgBr, c'est CH3- MgBr+. Alors, le nucléophile CH3 attaque le carbone de l'aldéhyde, ici, qui a une charge partielle positive. Et la double liaison migre vers l'oxygène. L'hydrolyse conduit à l'éthanol. Ici, on voit que le CH3 attaque le carbone qui est chargé positivement. La double liaison migre vers O, qui est chargé négativement, et plus MgBr qui vient de CH3- MgBr. Après, on ajoute de l'eau, la hydrolyse, le H+, le H+ va se fixer sur le O-, et on va trouver l'éthanol,
plus OH-. Nous allons maintenant donner l'exemple de l'addition sur les cétones. Alors, l'action des hydrures sur les cétones produit la réduction de ces dernières en alcool. Alors, on a ici la cyclohexanone et on va lui faire agir NaBH4. Ça va donner le cyclohexanone. Alors, NaBH4 fournit les ions carbanions H-. Alors, ce H- attaque le carbone de l'acétone pour conduire finalement au cyclohexanone. Alors, ici, le H- qui vient de NaBH4, il attaque ce carbone-là, chargé positivement, et la double liaison migre vers O, qui devient chargé O-, l'hydrogène s'attache à ce carbone. Après, le O- a ajouté H- va s'attacher au H+, qui est donc H- pour donner l'alcool qui est le cyclohexanol. Nous allons maintenant parler de la substitution nucléophile SN1 et SN2. Alors, SN1, c'est la substitution nucléophile monomoléculaire. La SN2 est la substitution nucléophile bimoléculaire. Nous commençons par SN1. Alors, on va donner un exemple. C'est le cas de la réaction d'un halogénure d'alcane avec un OH-. Alors, le OH va remplacer X dans la molécule X et on va obtenir un alcool et il y aura des parts de X-. Alors, ces réactions se passent quand le solvant est protique et polaire. C'est-à-dire, cette réaction se passe si on travaille dans un solvant comme l'alcool, l'eau, par exemple. Alors, les liaisons sont polarisées, comme le cas des alcanes halogénés, se dissocient pour donner deux ions solvatés, un anion halogénure et un cation carbone. Nous allons donner ici le mécanisme de SN1. Alors ici on a l'halogénure d'alcane. Alors la première étape c'est il y a cassure de cette liaison carbone X et formation du carbocation sur le carbone ici, et départ de X-. Donc, il y aura formation de ce carbocation qui est blanc. Après, le OH- peut attaquer de la droite, peut attaquer le carbocation à droite, ou bien il peut attaquer à gauche. Donc, ici, le carbocation plus X-. Alors, la deuxième étape, on trouve l'alcool, cet alcool. Si le OH- attaque de ce côté, on va trouver cet alcool-là. Et si le OH- attaque de ce côté, on va trouver cet alcool qui est ici. On observe le mécanisme SN1 quand le solvant est protique, c'est-à-dire, on a dit comme l'alcool, l'eau. Donc il y a formation d'un carbocation, ici. Alors, ce mécanisme est plus favorisé quand le carbone est le plus substitué possible. C'est-à-dire, ce mécanisme se fait quand il y a 3 substituants sur ce carbone-là pour que le carbocation soit très stable et puisse être attaqué par OH-. Donc, ce mécanisme est plus favorisé quand le carbone est le plus substitué possible, c'est-à-dire un carbone tertiaire ou bien secondaire. C'est-à-dire quand il est le plus stable. Alors, pour les réactions SN1, le nucléophile doit être faible, du genre de OH-, par exemple. Alors, dans la substitution SN1, le réactif est un nucléophile. Elle ne dépend, alors la vitesse de la réaction ne dépend que de la concentration de la molécule de départ.
ne dépend pas de la concentration du nucléophile. La vitesse est du premier ordre et elle s'écrit V est égal à K fois la concentration de Rx. Alors, les réactions SN1, réaction SN1, on a dit, se fait en deux étapes. D'abord, il y a la solvolyse qui est la plus lente, donc elle impose sa vitesse, au départ de X-, la formation du carbocation. La deuxième étape est plus rapide, c'est-à-dire l'attaque du nucléophile. Alors, elle est la plus rapide, la vitesse globale observée est donc celle de la première étape. Donc, la vitesse ne dépend pas du nucléophile. Alors, ici, même si le produit est chiral, l'attaque du carbocation, celui-là, peut se faire de deux côtés. Donc, on obtient un mélange 50-50 des deux émotions. On trouve les 50% de ce alcool et 50% de cet alcool. Alors, on va donner l'exemple de l'action du CH3O- d'éthanol sur le 2-bromo-butane. Ça, c'est le 2-bromo-butane. Et le CH3O- qui vient du CH3OH, et le CH3O- va remplacer le BR. On va trouver deux produits 50-50 qui sont le 1-méthylméthoxypropane. On trouve 50% de 1-méthoxypropane S et 50% de 1-méthylméthoxypropane R. Maintenant, nous allons parler de la substitution nucléophile bimoléculaire SN2. Alors ici, comme tout à l'heure, comme pour SN1, un halogénure d'alcane réagit avec un OH- et ça donne un alcool plus le départ de X. Donc, on obtient le même produit que SN1, mais ici le solvant change, la vitesse de la réaction change et le nucléophile change. Alors la réaction de SN2 se fait dans un solvant aprotique et polaire, comme l'acétone, le DMSO, ou bien le DNF, etc. Et le nucléophile doit être une base forte, à haute concentration, comme le cas de NaOH, ou bien de Na+, OCH3-. Alors, on va donner ici le mécanisme de la substitution nucléophile SN2. Là, on a l'halogénure d'alcane. Et ici, il n'y a pas cassure de X- dès le départ. Il y a d'abord attaque du nucléophile OH- sur le carbone qui est lié à l'halogène. Après, il y a formation d'un état de transition où il y a tous les éléments, il y a R1, R2, R3, OH et X. Cet état de transition est chargé négativement et on trouve l'alcool, celui-là, plus le X- qui est parti ici. Alors le nucléophile OH- attaque la molécule du côté opposé, ici c'est l'halogène, le OH- attaque du côté opposé de l'halogène. Il y a formation d'un état de transition avec départ de l'halogène de façon concertée. Alors si la molécule de départ est chirale, cette molécule est chirale, on va obtenir un produit, c'est un alcool, qui est lui aussi chiral. Et il y aura une inversion de configuration. Par exemple, si ce halogénure d'alcane était R, l'alcool sera S. S'il était S, celui-là serait R. Alors, cette inversion de configuration, on l'appelle inversion de Walden. Alors, dans la réaction SN2, il n'y a pas formation de carbocation.
La vitesse dépend de la concentration du nucléophile, OH-, et de l'alcane halogène. Donc, une réaction du second ordre, de la SN2, sa vitesse s'écrit V égale K fois la concentration de OH- fois la concentration de R. On va donner un exemple de substitution nucléophile bimoléculaire SN2. Et ici, c'est l'action de la soude, une AOH, qui est une A+, OH-, sur le S de bromopropane dans l'acétone. C'est ça, c'est S de bromopropane. L'action de OH- de NaOH dans l'acétone. Alors, il y a attaque de OH- de ce côté, et dépend de BR, donc on va obtenir cet alcool qui est le 2-propanol, et sa configuration sera A, parce qu'on est parti du S2 bromopropane. Alors, nous allons donner ici les conditions pour une substitution nucléophile SN1 ou SN2, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a SN1 ou quand est-ce qu'on a SN2. Alors, pour avoir une substitution nucléophile SN1, le substrat doit être un carbone tertiaire, c'est-à-dire pour que le carbocation soit stable, il faut un carbone tertiaire. Deuxièmement, le nucléophile. Ça doit être une base forte et une base faible, comme le solvant doit être le nucléophile. Et le solvant où on travaille doit être un solvant protique et polaire, comme les alcools, l'éthanol, le méthanol, ou bien l'eau. Maintenant, pour la substitution nucléophile SN2, le substrat doit être un méthyle primaire, secondaire, c'est-à-dire il ne doit pas être très encombré. Et le nucléophile doit être une base forte avec une haute concentration, et le solvant doit être aprotique et polaire comme l'acétone, le DMF, le DMSO, etc. Nous allons maintenant parler de la substitution électrophile. Alors, ces substitutions se font sur les molécules aromatiques. Alors, le mécanisme de ces réactions est le suivant. On a un électrophile E+, qui est attaqué par le doublet du benzène. Donc, l'électrophile est attaché au benzène et il y a formation d'une charge positive sur ce carbone. Après, cette double liaison vient sur cette liaison, qui devient une double liaison, et ce carbone devient chargé positivement. Après, il y a départ de H+, celui-là, et la liaison, elle vient sur cette liaison pour former une double liaison. Cette double liaison, nous va faire cette liaison pour former une double liaison, et le carbone devient neutre. Et on a l'électrophile qui est substitué sur le benzène. Donc, dans la première étape, il y a attaque du noyau benzénique par l'électrophile E+. Il se forme un carbocation qui est stabilisé par résonance. Dans la deuxième étape, il y a départ de H+, et la liaison revient dans le cycle qui devient neutre. On va donner l'exemple de l'alkylation du benzène, ou ce qu'on appelle l'alkylation de Friedel-Crafts. Alors, le benzène réagit avec chlorure méthyle en présence d'AlCl3 pour donner le méthylbenzène. Donc, l'action du chlorométhane sur le benzène en présence du chlorure d'aluminium conduit au méthylbenzène. Alors, tout d'abord, il y a formation du CH3+, l'électrophile CH3+. Alors, il se forme par action de AlCl3 sur le chlorométhane, et on obtient aussi le AlCl4.
L'action du chlorure d'aluminium sur le chlorométhane conduit donc à la formation du CH3+. Celui-ci, c'est-à-dire le CH3, réagit avec le benzène pour donner le méthylbenzène. Je vais refaire le mécanisme. Alors, la double liaison attaque le CH3+. Il y a formation d'un carbocation ici. Après la double liaison de 2 ici, il y a une charge positive ici. Il y a départ de H+. La liaison revient ici. Cette liaison revient ici. Et on obtient le méthylbenzène. On va donner aussi un autre exemple, c'est l'acylation du benzène, ou bien ce qu'on appelle l'acylation de Friedel-Crafts. Alors, le chlorure d'acétyle réagit sur le benzène en présence d'AlCl3 pour donner l'acétylbenzène. On a aussi la nitration du benzène, alors l'acide nitrique en présence d'acide sulfurique agissent sur le benzène pour donner le nitrobenzène. Et finalement, la sulfonation du benzène, le trioxyde de soufre, en présence d'acide sulfurique, conduit à l'acide benzène sulfurique dont il réagit avec le benzène. Nous allons maintenant parler des réactions d'élimination et on va commencer par les réactions d'élimination moléculaire E1. Alors, dans ces réactions d'élimination, on a un halogénure d'alcane qui réagit avec une base B- pour donner un alcène qui est le suivant. Alors, le mécanisme de cette réaction est le suivant. Alors, on a l'halogénure d'alcane. Tout d'abord, il y a départ de X- et formation d'un carbocation, ce carbone là, charge positive, plus X- qui est parti. Après, la base B- attaque l'hydrogène qui est sur le carbone qui est à côté du carbocation. Et cette liaison, il va faire cette liaison pour donner une double liaison. Donc, on obtient un alcène ou l'autre forme de l'alcène. Alors, dans une première étape, il y a formation d'un carbocation par départ de l'halogène. Dans la deuxième étape, une base forte attaque l'hydrogène qui est situé sur le carbone voisin et le doublet de la liaison CH migre pour former une autre liaison carbone-carbone, une double liaison, et on obtient les deux formes de l'alcène. La concentration du nucléophile, qui est la base, n'a pas d'influence sur la vitesse de la réaction, car la première étape, c'est-à-dire l'étape du départ de X-, la première étape est la plus lente et elle définit la vitesse de la réaction. Donc, la vitesse ne dépend que du produit Rx, elle ne dépend que de celui-là. Donc, la vitesse s'écrit K fois la concentration de Rx. L'alcène le plus substitué est plus stable et il est produit en plus grande quantité. Ça s'appelle la règle de Zaitsev. Alors, si on regarde cet exemple-là, on a la base OH- qui attaque un halogénure d'alcane, de bromure, de butane, substitué. Alors, il peut y avoir départ de Br avec ce H, ou bien le départ de Br avec ce H. Alors, s'il y a départ de Br avec ce H, on va obtenir cet alcène qui est le suivant. S'il y a départ de Br avec ce H-là, on va trouver cet alcène qui est le suivant. Alors, l'alcène, pour la fin de la réaction, on trouve les deux alcènes, mais l'alcène le majoritaire est celui-là avec 70%, l'alcène minoritaire est celui-là avec 30%. Alors, l'alcène majoritaire
est toujours celui où il y a le plus de substituants. Alors ici, on a un substituant, deux substituants, trois substituants. Alors que dans cet alcène-là, il y a seulement un substituant, deux substituants. Donc la règle des Zaitsev dit que celui qui a le plus de substituants est majoritaire. Nous allons maintenant parler des réactions d'élimination bimoléculaires, ou ce qu'on appelle les EB. Alors la réaction est la même, une base B- attaque un halogène d'alcane pour conduire à un alcène. Alors comme pour E1, l'action d'une base sur un alcane halogéné conduit par élimination à un alcène, et cette fois d'une façon concertée, en une seule étape, selon le mécanisme suivant. On va donner le mécanisme. Alors, on a l'halogénure de l'alcane, celui-là. La base attaque directement le H. S'il n'y a pas de part de X-, la base attaque cet hydrogène qui est sur le carbone, qui est à côté du carbone qui porte l'halogène. Après, il se forme un état de transition où il y a tous les atomes, il y a la base, il y a l'halogénure d'alcane. Et cet état de transition est chargé négativement. Après cette liaison, ici, pour fermer la double liaison, il y a des parts de l'excédent, et tout cela se fait de façon concertée. Et il se forme l'alcène, qui est celui-là. Alors, il n'y a pas de formation de carbocation, des éliminations E2, comme dans le cas des SN2. La solvolyse est impossible. Il n'y a pas de solvolyse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de part de X-. La base forte, celle-là, dans un processus concerté, attaque l'hydrogène en position bêta, c'est-à-dire à côté du carbone qui porte l'halogène. Le doublet libéré déstabilise le système sigma de la liaison CX. Donc la liaison CX se casse et il y a formation d'une double liaison, donc se forme une double liaison, et l'halogénure est expulsée. Il part, donc on trouve notre alcène plus l'halogène qui est expulsé. La vitesse de réaction dépend de la concentration du substrat ainsi que celle de la base. Dans ce cas-là, elle dépend des deux. Donc, la vitesse, ici, s'écrit K fois la concentration de Kx fois la concentration de cette base. Alors, on va donner cet exemple-là. Alors, on a cette halogénure de bromure alcane. En présence d'une base forte, il va donner deux alcènes, celui-là et celui-là. Et comme on a dit, l'alcène majoritaire est celui où il y a le plus de substituants. Alors ici, on a deux substituants. Et donc, cet alcène, il y a seulement un substituant. Donc celui-là, on va trouver 80% de cet alcène et seulement 20% de cet alcène. Alors, comme pour E1, lorsque plusieurs alcènes peuvent être formés par élimination, l'alcène majoritaire est le plus substitué. C'est la règle de Zaitsev. Merci.